Ah, ça faisait longtemps, et ben oui, j'avais disparu. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva, enfin vous avez compris quoi, se trouva fort dépourvu quand l'hiver fut venu. L'hiver est arrivé plus tôt que prévu, qu'est-ce que je vous dis, j'avais pas prévu ça. Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne La TV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, ça fait plaisir, j'espère que je vous ai pas trop manqué, vous m'avez manqué, vous en tout cas, mais voilà, j'étais submergé par la vague Sun District, trop pris par la mise en place de ce réseau voilà, qui me tient à cœur, ce réseau glisse, ce réseau de toutes les glisses qui va vous permettre de découvrir les meilleurs spots, les meilleures écoles de tous les sports confondus de glisse, les meilleurs restaurants, les meilleurs logements, bref tout ça. Pour ceux qui connaissent encore pas, qui n'ont encore pas entendu parler, je vous laisse aller voir, c'est juste en dessous, Sun District, vous avez le lien juste là-dessus, vous pouvez vous inscrire, participer au groupe, il y a des concours en ce moment avec des GoPro à gagner, bref, je vous laisse aller voir tout ça. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, on est l'hiver, et oui, on est en hiver. Alors, fonction de l'endroit où vous vous trouvez, oui, je sais, l'hiver n'est pas pareil, mec, moi je suis en board short, en Guadeloupe, l'hiver, ça va. Oui, bon, je parle de l'hiver en France, en métropole, et on va parler de rider en sécurité quand il fait froid. Voilà, plutôt que d'hiver, il faudrait parler de froid. Comment faire du kitesurf en sécurité, rester safe quand il fait froid, voire très froid, voire quand ça gèle carrément. Alors, cette vidéo, elle va s'adresser bien entendu aux plus courageux d'entre vous, ceux qui ont la motive, qui veulent rider toute l'année, pour ceux qui sont un petit peu plus frileux, pour ceux qui aiment plutôt faire un petit peu leurs oiseaux migrateurs et quitter la France et quitter le froid, fuir le froid pour aller vers des destinations plus clémentes, je vous retrouve en fin de vidéo où je vous présente les Lab Kite Camp 2020, des kite camps où je vous emmène à Darla au mois de février, au mois de mars et au mois de juin. Ça va vous permettre d'aller chercher le show et de venir rider avec Bibi. Et ouais, un Bibi qui va être disponible. Et ouais, pas comme ces derniers temps où j'étais à fond le taquet avec l'école A7. Non, Bibi va être disponible, il va être là pour vous. Et on va faire du kitesurf ensemble à Darla. Bref, tout ça ici en description ou là-haut, où on en discute en fin de vidéo. On parle maintenant hiver. Let's go. Donc cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, elle fait suite à la vidéo que je vous ai fait l'année passée qui s'appelait Rider solo et rester safe. Je vous remets le petit lien là au-dessus où vous trouvez ça en description. Je vous avais exposé certains, j'étais en train de rider, c'était un ride with me, donc c'était en caméra embarquée, et je vous avais exposé, on va dire, sur le moment, pendant que je ridais, ce qui me venait en tête par rapport à la sécurité quand on ridait solo. Donc vous avez donné pas mal de conseils, on va dire, basiques qui permettaient de sécuriser déjà une navigation solo quand on se rendait sur un spot tout seul, avec des, on va dire, des lieux communs, mais cela dit, important à rappeler, pour rester en sécurité. Je vous avais demandé en commentaire de cette vidéo de me donner vos astuces, vos conseils, vos recommandations pour rider safe en solo, mais surtout pour rider safe dans des conditions, on va dire, hostiles, et en particulier dans le froid, en particulier dans l'extrême froid, en gros pour rider en hiver, puisque souvent en hiver, qu'est-ce qu'on cumule? On cumule le fait d'être solo, et on cumule le fait d'être dans des conditions extrêmes et difficiles. Donc merci à vous parce que vous étiez un certain nombre à avoir participé. J'avais pas fait la vidéo par la suite parce que on avait enchaîné sur d'autres sujets et puis après j'avais fait une interruption. Là, j'en profite aujourd'hui donc pour faire un petit peu le point sur ce que vous aviez fait pour ceux d'entre vous qui vont aller à l'eau pour que vous restiez safe. La première chose qui est remontée dans les commentaires, c'est de dire déjà la base, effectivement c'est logique, ne pas partir rider sans avoir prévenu une personne au minimum. Pourquoi? Oui, tout simplement parce que si vous avez une galère, bon, là moi je prends l'exemple de 7, c'est arrivé dimanche, j'étais sur les temps de taux dimanche, qui faisait froid, alors on est en eau peu profonde, donc c'est quand même relativement peu dangereux par rapport à la mer et l'eau profonde. Mais cela dit, il y a un gars qui vient me voir et qui me dit totalement en panique, vous auriez pas vu une nana en galère avec une aile tacoon, ça fait bientôt 2 heures que je l'ai pas vue, je la trouve plus, etc. Et c'est vrai que vu que le spot est long et qu'il faisait froid, si elle a une galère bien loin et que, ça se voit, que personne ne la voit, il y a vite fait de faire un malaise, de tourner de l'œil parce qu'elle a trop froid, etc. Donc un petit peu la panique. Mais heureusement, elle avait prévenu 2 personnes qui donc l'ont cherché. Ça s'est bien fini, finalement elle avait eu froid, elle était rentrée au parking. Tout
tout s'était bien passé, mais imaginez, cette personne, elle prévient personne, elle va rider, et puis elle a un pépin, elle prend un malaise, et bien personne ne peut lancer les secours. Et autant en été, ça peut déjà être compliqué, autant quand il fait chaud, ça peut être compliqué. Mais en hiver, quand il fait froid, votre temps de survie, il diminue de manière exponentielle avec les degrés qui tombent. Donc, super dangereux. C'est pour ça que on prévient une personne qu'on va rider, au minimum une personne, et on lui dit approximativement combien de temps on va rider. En gros, ouais, je vais faire une petite session de 3 heures où je vais naviguer tout l'après-midi, ce qui fait que, bon, si vous étiez censé faire 2-3 heures de ride et puis qu'au bout de 7-8 heures vous n'êtes pas là, bah, au moins il y a quelqu'un qui peut enclencher la procédure de secours, prévenir quelqu'un, se renseigner, etc. et vous aider. La deuxième chose, pareil, encore une logique, mais vous allez voir que marketingment parlant, c'est pas forcément dans la logique des constructeurs. Être flashy, c'est ce que vous m'avez fait remonter dans la vidéo, être flashy, être visible de loin par tout le monde et potentiellement par un organisme de secours, par quelqu'un qui pourrait vous venir en aide en cas de pépin. Alors on parle de pépin, on n'a pas défini ce qu'était un pépin en hiver, mais c'est simplement une aile qui redécolle pas dans l'eau, c'est une ligne qui casse, c'est une blessure, vous êtes en eau peu profonde, vous retombez mal, vous tordez la cheville mais vous êtes un petit peu loin, c'est voilà, l'eau jusque là et puis on est complètement explosé, on n'arrive plus à revenir, on est trop fatigué, une aile qui déchire. Bref, les galères peuvent être de tout type. Et c'est sûr que si on est flashy, si on est visible, et ben forcément on augmente les chances d'attirer l'œil de quelqu'un d'aguerri, donc un autre kitesurfer, mais aussi du passant lambda qui est là, qui va passer pas loin du spot et qui va pouvoir signaler la présence du kitesurfer en difficulté, à savoir vous. Et ouais, ce qui fait que rider flashy, donc il y en a certains qui disent ouais, prendre une aile flashy. Bon, on va pas s'acheter une aile, si notre aile elle est grise, on va pas s'acheter une aile spéciale hiver, spéciale froid, pour être flashy. Par contre, là où on peut jouer, c'est sur la tenue. Alors les combinaisons, je parlais de marketing, voilà, les combinaisons malheureusement sont toutes noires. La plupart du temps, c'est noir, c'est terne, c'est peu visible. Donc on peut pas beaucoup jouer là-dessus, à moins de passer par des marques de combinaisons qui font de la combinaison flashy. Il y a d'ailleurs là sur LAT, une entreprise, je ne me rappelle plus le nom, qui fait des combinaisons sur mesure et qui choisit, je choisis le néoprène, donc vous pouvez faire quelque chose de flashy. Bon, cela dit, ça a un coût. Le plus simple, ça peut être par exemple de porter un coupe-vent très coloré, jaune fluo, orange fluo, ce que vous voulez, bleu, mais de manière à être visible et de ne pas être tout noir, couleur terne à la surface de l'eau. Je parlais avec un sauveteur de la SNSM il n'y a pas très longtemps qui me disait que en hiver, si jamais on n'a pas le matériel à côté de soi parce qu'on l'a largué ou quoi que ce soit, avec une combinaison noire, il n'y a quasiment aucune chance qu'on vous retrouve si ce n'est par hasard. En gros, pour quelqu'un de la SNSM, il voit une espèce de masse bleue foncée grise qu'est la mer, le petit point nord au milieu ne le trouvera pas. Par contre, le point jaune fluo, voilà, là il va avoir des chances de le retrouver. Donc combinaison avec capuche si possible jaune par exemple. Voilà, bref, être flashy. Dans le même ordre d'idée, donc là c'est pas, on parle donc de combinaison, de flashy, etc. Donc par rapport à ce que vous allez mettre sur vous, bien entendu on avait déjà parlé dans Rider en solo, mais avoir une combinaison qui soit adaptée aux températures de l'eau, donc épaisseur correcte, protéger les extrémités, ça on en avait aussi parlé, mais donc éviter la perte de chaleur par la tête, par les mains et par les pieds, donc gants, chaussons, moi je suis pas fan du tout, j'aime pas, je trouve ça dangereux, mais à un moment donné, pour votre sécurité dans l'eau froide, ça va être indispensable. La cagoule, pas très agréable non plus, on a l'impression de ne plus pouvoir bouger, mais c'est par la tête que vous perdrez un maximum de chaleur, donc indispensable. Et pourquoi pas donc ce fameux petit coupe-vent qui va diminuer la perte de chaleur, qui va diminuer l'impact du vent sur le néoprène et donc qui va permettre de garder un petit peu plus de chaleur, de moins prendre le froid, surtout par vent très fort. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez suggéré dans les commentaires? Donc le coupe-vent, on en a parlé. Vous m'avez reparlé des palmes. Pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne cet été, vous avez les petits épisodes par là en foil. Vous verrez en regardant ces vidéos ou en regardant ces vidéos pour la première fois, eh bien qu'il y a très fréquemment, surtout quand on fait du foil, d'une attaque ride, c'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir nager parce qu'il y a un pépin et il faut nager pour revenir, et tant qu'à faire les palmes, c'est déjà intéressant en été quand il fait chaud, mais quand il fait froid, ça peut sauver la mise et permettre de se rapprocher plus proche du bord. Bien entendu, on ne parle pas du offshore, on devrait a priori éviter le offshore en toute saison, mais c'est sûr que se lancer dans du offshore en basse saison quand il fait froid, ça devient encore plus compliqué, donc gare au vent offshore. Là, on bascule
sur un pan qu'on a tendance à oublier, en particulier par le froid, et que vous avez été nombreux à faire remonter, prévoir de quoi s'hydrater et manger. Et c'est vrai qu'en fait, avec le froid, on n'a pas tendance à se dire ouais j'ai soif. Autant quand il fait chaud, on va peut-être y penser, mais quand il fait froid, on n'y pense pas. Alors que la déshydratation va être quelque chose qui va accélérer le problème, le problème d'hypothermie, etc. Parce qu'en fait, vous allez du coup vous refroidir plus vite si vous êtes mal hydraté, puisque la circulation sanguine va être moins bonne, etc., etc. J'ai fait une compétition il y a des années sur un lac en Argentine, à Bariloche exactement. L'eau, elle était, je crois, à 6 degrés. C'est un lac de montagne en Patagonie, etc. Et je me rappelle très bien, les mecs, ils nous avaient dit, si vous avez un pépin, vous avez une demi-heure de survie avant de couler à pic. Sinon, ça va vous saisir, même à travers la combinaison. Donc, manifestez-vous, etc. Et leur conseil avant d'aller rider, c'était de s'hydrater un maximum, de boire un maximum de maté, qui est la boisson là-bas, voilà, ou de thé chaud. Parce que ça permettait, en étant bien hydraté, etc., de repousser cette limite de la demi-heure fatidique et d'avoir un temps de survie supérieur. Donc j'espère pour vous que vous n'aurez pas à penser survie, mais on va dire que rien que pour penser énergie, se maintenir en bonne forme pendant la session d'hiver qui forcément est plus coûteuse en énergie, puisque votre corps, 1, il dépense de l'énergie pour vous réchauffer, pour vous maintenir chaud, et 2, il dépense de l'énergie par rapport à l'activité physique. Donc c'est bien d'être hydraté, ça c'est la première chose. Donc Camelback, certains ont dit, petite bouteille de 0,5 centilitres, de 1 demi-litre dans le Kawaii par exemple, why not, ou alors sur la plage et essayer de revenir fréquemment à la plage. Pensez que même si on a froid, même si on ne ressent pas la soif, il faut boire fréquemment. Et vous avez été certains à me dire, et pourquoi pas prendre à manger. Et effectivement, comme on vient de le dire, dépenses énergétiques décuplées, exponentielles avec la baisse des températures, besoin d'énergie accrue par rapport à du kite dans des températures chaudes, donc la petite barre de céréales dans une pochette étanche, why not? Barre de céréales, ou je sais pas, la banane, ou ce que vous voulez, bref. Ou alors sur la plage, et puis pareil, on pense à faire les pauses. La pochette étanche, on vient d'en parler, c'est ce que vous m'avez aussi suggéré pour beaucoup en me disant une pochette étanche dans laquelle on va avoir ou une mini VHF ou un téléphone portable pour pouvoir appeler en cas de pépin. Et ça c'est sûr que ça va être idéal. Vous avez un pépin, bon bien entendu, dans la mesure où vous restez conscient. On a parlé de la diversité des pépins qui pouvaient arriver, ça sous-entend quand même que déjà vous avez maximisé vos chances. On en avait parlé dans la vidéo Rider Solo en portant un casque, un gilet de sauvetage, etc., etc. Bref, que si vous avez le pépin, vous n'allez pas être inconscient parce que vous êtes assommé par votre planche qui était accrochée à un leash, etc., etc. Donc dans la mesure où votre pépin, on va dire, il est matériel, vous êtes conscient, eh bien c'est sûr que cette pochette étanche de laquelle vous allez pouvoir sortir une VHF, un téléphone, ça va être intéressant. D'autant plus si vous avez, comme on l'a dit au début, prévenu quelqu'un du fait que vous alliez faire du kite, parce que celle-ci va aussi pouvoir vous appeler en disant dis donc, est-ce que tu es toujours en train de faire du kite? Je m'inquiète, ça fait longtemps que tu es parti. Donc il y a la possibilité d'assurer la sécurité dans les deux sens. La personne veille sur vous et vous pouvez faire appel à la personne en cas de pépin. Bref, cette pochette étanche, elle est intéressante. Vous me parlez aussi, on parlait tout à l'heure d'être flashy, d'être visible, vous me parlez des lumières. Alors oui, déjà la réglementation fait que si vous naviguez en mer, en pleine eau, que vous sortez des 300 mètres, vous avez l'obligation d'avoir des fusées de détresse, de la lumière, etc. Mais pourquoi pas le généraliser? Je sors en mer, je sors à l'eau, il fait froid, je sais que je prends des risques parce qu'il y a moins de monde sur les plages, il y a moins de monde pour me surveiller, je lésine pas sur les moyens. Alors certes, c'est sûr que vous allez me dire, on va finir par ressembler à des cosmonautes, là, si on ajoute ça, plus ça, on s'en sort plus. Mais bon, une petite fusée glissée, je sais pas, dans la Manche, ou ça tient pas beaucoup de place, et ça peut sauver la mise. Et puis la petite flashlight sur l'épaule qui va permettre d'être repérable, intéressant, voire même la lampe à main, voire même le miroir réfléchissant, glissé pareil dans le col de la combi qu'on sort, et qui va permettre de se signaler. Donc ça c'est dans le même état d'esprit que se signaler avec la combinaison, mais on va un petit peu plus loin parce que c'est un dispositif de sécurité, on va dire classique dans le nautisme. Voilà, on est un engin nautique, on adopte ces codes là et ils ont fait leur preuve, ça permet quand même de repérer de très loin quelqu'un en difficulté. Le sifflet, emprunté à la voile, vous êtes quelques-uns à m'avoir cité le sifflet. Effectivement, le sifflet va permettre de se signaler. Alors là, c'est pour l'éventualité de la proximité des côtes ou pour l'éventualité d'un passage de bateau qui va se faire beaucoup plus rare en hiver qu'en été.
mais ça peut servir à se signaler, si possible, à prendre le code SOS. Comment est-ce qu'on fait SOS en morse? Enfin, en sifflant. Voilà. Et puis, le dernier truc dont on a parlé, dont vous m'avez parlé, le leash de planche. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ride avec un leash. Et non, on avait fait une vidéo leash ou pas leash de planche et vous aviez compris que l'avocat du diable, même lui, il était contre le leash de planche et qu'il ne valait mieux pas rider avec un leash de planche. Cela dit, on peut avoir en hiver, quand il fait froid, un leash de planche accroché harnais qui n'est pas connecté à la planche et qui va nous permettre, en cas de pépin, une aile cassée, une aile qui ne redécolle pas, de connecter sa planche pour la garder proche de soi et ne pas la perdre. Et ouais, ça peut être intéressant, puisque je vous le disais tout à l'heure, la SNSM, si vous n'avez pas votre matériel, elle ne vous retrouvera pas. Tiens, ça me fait penser, je vous parle de SNSM, mais est-ce que vous connaissez le numéro de la SNSM? Parce que si vous avez votre téléphone dans la pochette étanche, mais que vous ne savez pas qui appeler, vous ne savez pas quel numéro appeler. C'est voilà, donc quelque chose à penser aussi. Vous prenez votre téléphone, répertoire, vous rentrez SNSM, les secours, la capitainerie proche du spot sur lequel vous ridez, ce qui fait que si vous avez besoin de vous servir du téléphone, vous saurez qui appeler. Voilà, écoutez, c'est en gros, en résumé, les points que vous aviez soulevés, que je n'avais pas cités dans la vidéo Ride et Solo. Merci à vous de cet engouement et de cette participation, ça fait plaisir. C'est une vidéo qui est importante pour ceux d'entre vous qui vont rider cet hiver. Moi, voilà, très clairement, au niveau de la chaîne, on va plutôt basculer sur du snowkite. Cette année, on va essayer de se faire un gros dossier snowkite tout au cours du mois de novembre, décembre, janvier, février. Gros dossier snowkite. On rebasculera sur du kite à l'occasion des kite camps d'Arla, même si, ne vous inquiétez pas, au milieu des vidéos snowkite, il y aura toujours de la vidéo kite, mais on va dire qu'il y aura un petit peu plus de snowkite cette année que d'habitude, à condition que la neige veuille bien tenir. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, la neige arrive un peu partout, je pense que l'hiver va être assez froid, donc on devrait s'en sortir pour le snowkite. En termes de fréquence de vidéo, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais on peut partir sur l'idée qu'on se verra, à mon avis, 2-3 fois par semaine tout au long de l'hiver et qu'on repartira sur une cadence plus élevée à partir de la haute saison. Je vous dis, pour les riders d'hiver, ceux qui n'ont pas envie de voyager, ceux qui ne sont pas des petits oiseaux migrateurs et qui ne sont pas intéressés par Darla, je vous dis à très bientôt, vous pouvez quitter la vidéo ici. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés par aller rider à Darla avec moi, on se discute quelques minutes de Darla. Donc Darla, très simple, je fais très vite, 2 kite camps qui ont été mis en place pour des niveaux déjà débrouillés. Il faut savoir remonter au vent, une première semaine du 22 au 29 février, une deuxième semaine du 29 février au 7 mars. On est en 2020. Préinscription à tarif réduit, tarif early bird jusqu'au 22 novembre pour la première semaine, 29 novembre pour la deuxième semaine. Vous êtes avec moi, vous êtes encadré par moi, on va sur un spot partenaire, on va dans une poussada partenaire, enfin dans comment on appelle ça, un hébergement partenaire Sun District. Vous avez du coaching toute la semaine, de la vidéo, de la photo, on fait des vidéos ensemble. Je vous coach, vous repartez donc du kite camp avec votre programme personnalisé pour continuer votre progression après le kite camp. Donc si on ne se revoit pas après, vous avez tous vos objectifs pour l'année qui suit, donc pour l'année 2020, pour continuer à progresser. Bref, 10 places pour chaque semaine, 10 places pour la première semaine, 10 places pour la deuxième semaine. Les inscriptions, vous trouvez les liens juste là en dessous ou juste là sur le lien. Je vous rappelle, 22 novembre et 29 novembre pour bénéficier des tarifs Early Bird, et puis après, ça sera tarif normal. Pour ceux qui sont totalement débutants et qui suivent la chaîne ou qui sont intermédiaires, pour vous ça se passe au mois de juin, 2 semaines, du 13 au 19, du 19 au 27, bref on en reparle d'ici là, vous avez tous les liens en description. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça y est, je me suis organisé, 2020 sera une année où je vais pouvoir vous voir, je vais pouvoir passer du temps avec vous, même au niveau de l'école, j'ai changé tout le fonctionnement, donc l'école à 7 pour ceux qui veulent venir apprendre à 7. D'ici le 15 novembre, je mets en place les réservations pour la saison 2020 et je ferme les réservations à 100 personnes où je mets en place quelque chose qui n'existe pas dans le kite, une méthode d'apprentissage où je vais tout simplement vous garantir d'apprendre le kitesurf en 3 jours. Il y aura 100 places, ça va me permettre de limiter le temps passé à l'école et d'utiliser le temps restant pour pouvoir aller à votre rencontre, rider avec vous, enfin venir sur vos spots, etc. etc. Bref, plein de bonnes choses à venir. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, Life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ça faisait plaisir de passer un moment avec vous. À très bientôt, les glissous. Ciao!
Bye bye.